Hello à tous, bienvenue sur Click Paulette. Moi c'est Irène, je suis accompagnée de Juliette. On représente le magazine Paulette qui est un média féminin depuis une dizaine d'années et indépendant et qui vient présenter des parcours inspirants avec bienveillance et c'est ce qu'on fait au travers de cette émission. Aujourd'hui on est ravis de cette seconde saison, alors sous un nouveau format, peut-être que pour ceux qui nous ont déjà regardé, voilà, on upgrade, on a des LED derrière nous, il y a des spotlights sur le plateau, donc voilà, on apprend. On est ravis de vous revoir avec cet épisode de rentrée pour parler en fait de l'importance de l'engagement et de l'activisme chez les jeunes. Et on est ravis de recevoir nos deux invités du jour sur la première partie de cette émission que Juliette va vous présenter. Tout à fait. Douce, tu as 26 ans. Tu es congolaise, tu es venue en France à l'âge de 12 ans et après tu as un peu bougé en France. Tu es journaliste afroféministe et tu es fondatrice du podcast Extimité qui donne la parole en fait aux personnes qui sont minorisées. C'est bien ça. Très bien. Grace, tu as 39 ans, tu es de région parisienne et tu es autrice, romancière, animatrice du célèbre podcast Kif Taras et tu es aussi réalisatrice. Voilà, merci beaucoup d'être là. Ça va être, merci à vous. Merci pour l'invitation. Du coup, pour commencer cette émission, on va déjà faire un petit peu l'état des lieux de l'engagement en France, parce que quels sont les combats, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, on avait envie de commencer juste par la définition de ce que ça veut dire être engagé, parce que tout le monde a sa définition, mais en tout cas, dans le Larousse, ça veut dire prendre parti sur les problèmes politiques et sociaux par son action et son discours. Donc, à voir, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Nous, on vient de lancer notre numéro de septembre, notre September issue, Paulette, sur l'activisme, avec en rédactrice en chef invitée Opal Tometi. Opal Tometi, c'est la cofondatrice du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui défend la cause des minorités, toutes qu'elles soient, mais qui a commencé par les personnes de couleur et qui est très active sur le terrain aussi également, bien sûr, mais qui est un mouvement qui est vraiment né sur les réseaux sociaux. Du coup, en France, nous, quand on fait le parallèle, quand on essaye de se rappeler de moments un peu forts, finalement, on se rappelle de mai 68 ou de la Révolution de 1789, mais on n'a pas forcément... on a toujours l'impression qu'on est peut-être un petit peu plus au ralenti. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la jeunesse française, vous avez l'impression qu'elle s'engage plus? C'est quoi votre point de vue sur la question? Parce que c'est vrai que les Américains, ils sont très visibles quand ils mènent des actions d'activisme, on va dire. Mais qu'en est-il de la France? C'est quoi votre point de vue un peu là-dessus? Comme tu l'as très bien dit, c'est donc il y a mai 68, la Révolution française un peu avant, limite la Commune de Paris, mais encore, ça remonte encore. Pour moi, en fait, ce qui me revient à l'esprit, c'est pas forcément donc un engagement de prime abord, c'est 2005 en fait avec les émeutes des banlieues. À partir de là, en fait, j'ai l'impression que c'était un moment de cristallisation, puisqu'il y avait vraiment une rupture sociale, une rupture politique au final aussi. Et à partir de là, j'ai l'impression que les jeunes se sont plus engagés, notamment sur les réseaux sociaux, grâce aux vidéos qui dénonçaient en fait les violences policières. Et à partir de là, on s'est rendu compte que nos téléphones, c'était des armes en fait de dénonciation. Et là, ça a explosé en fait. Et après, quand on avance un peu plus dans le temps, il y a aussi justement le combat d'Adama, qui lui, c'est vraiment ce combat pour moi qui donne la parole en fait aux personnes donc des quartiers populaires et qui a vraiment rassemblé, a été fédérateur de l'engagement, des possibilités en fait de se dire que on peut faire des choses. Et derrière notamment Assa Traoré qui est une figure de proue qu'on ne présente plus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Moi j'ai l'impression que y a des choses qui sont faites et évidemment on peut mieux faire. C'est-à-dire que, moi, je suis énormément de personnes, des jeunes, des moins jeunes, sur les réseaux français, qui travaillent sur des domaines qui sont pour l'avenir, pour notre avenir à tous, quoi. Le féminisme, bien sûr, l'écologie, les questions raciales, les questions de genre. Enfin, il y a plein de gens qui font des choses et c'est peut-être pas aussi spectaculaire que ça le devrait. Peut-être pas juste assez vu, en fait, parce que c'est la responsabilité, pour le coup, des médias, là, de montrer ces jeunes, en fait. Mais on fait des choses et évidemment, on peut toujours faire plus parce que ça va pas assez vite. Il y a tellement à faire. Et c'est quoi le rôle du web, selon vous, justement, dans l'engagement? Tu disais tout à l'heure que, justement, les téléphones, c'était vos armes. Enfin, ça devenait des armes. On l'a vu, même aux US comme en France, quand tu snaps ou que tu filmes des situations, justement, de violence policière ou des choses comme ça. Le rôle du digital et des plateformes sociales, je sais que vous l'utilisez aussi pour ce que vous faites, vous. Quel est, selon vous, comment vous utilisez cet outil? Comment vous l'utilisez? Moi, sans le digital, j'aurais jamais eu de voix.
C'est-à-dire que moi, j'ai pas de formation, j'ai pas de réseau, je connaissais personne, donc j'avais quelque chose à dire. Et Internet, c'est gratuit. Enfin, en tout cas, à part les connexions et tout ça, c'est gratuit. Et donc, moi, j'ai eu un blog. Ensuite, j'ai fait des choses sur YouTube. Maintenant, je connais un podcast qui s'appelle Kif Taras avec Rokhaya Diallo. Et tout ça, c'est du digital. Enfin, tout ça, on n'aurait jamais eu cette place-là. Enfin, moi, j'aurais jamais eu cette place-là si Elle aurait été je plus l'avais dur pas à prendre, prise. clairement, en fait. C'est certain. Exactement. Donc, pour moi, c'est non seulement une nécessité, enfin, c'était un moyen, c'était l'unique moyen que j'avais, finalement. Et je pense que ça permet justement de détecter. Enfin, moi, la petite voix que j'ai émise, elle a été détectée par d'autres personnes qui l'ont amplifiée et qui ont permis que d'autres personnes l'entendent. Donc, clairement, parce Donc, que je tu as pense un que c'est hyper pouvoir, important. au travers de ces plateformes, tu as un pouvoir d'influence qui est énorme. Et du coup, finalement, peut-être des gens qui se faisaient la même réflexion, qui avaient les mêmes pensées, mais qui n'avaient peut-être pas dans leur cercle des gens avec qui échanger sur ce sujet. Tout d'un coup, en fait, ils se disent, mais ils te rejoignent, ils vous suivent, et ils se disent, mais putain, ça fait du bien de finalement pouvoir connecter sur cet engagement avec des gens, des fois, qui ne sont pas dans ton entourage, parce que des fois, tu as envie de t'engager, mais tu n'as pas forcément autour de toi des personnes qui ont cette volonté, et c'est là la magie de l'Internet. Et en fait, nous, on est cette génération aussi qui avons grandi avec les téléphones, les nouvelles technologies. Et le shift, ça a été de se dire, surtout avec les réseaux, donc Twitter et Instagram, alors là, moi, ça a été ma mine d'or, parce que au début, j'étais plutôt spectatrice, donc je m'informais, je me nourrissais de ça, parce que c'est intarissable comme ressource, en fait, ces plateformes-là. Et au final, il y a eu un moment où notre génération, je pense, en tout cas moi, je me suis dit, j'en ai marre, en fait, de la verticalité, des prises de parole, que ça vienne toujours du haut, des associations, des institutions. Moi, je veux que ça vienne, que ça émerge du bas, en fait, et que nos vécus, en fait, soient dits. Et du coup, avec Extimité, donc le podcast que j'anime avec Anthony Vincent, mon collègue, nous, on a vraiment voulu donner la parole à ces personnes dont on n'a jamais entendu les voix, parce que c'est toujours les mêmes marronniers dans les médias, les mêmes personnes qui prennent la parole. Et vraiment, par nos vécus, on voulait vraiment rendre possible ce côté de convergence, au final, que les gens, par notre intimité, par le fait de se dire dans l'intimité, que les personnes puissent se dire « Ah tiens, là, moi, ça me parle, en fait. » Je pensais, comme tu as dit, je pensais vraiment pas qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même situation. Ok, je me sens moins seule. Ok, je vais peut-être être un peu plus amenée à aller vers un collectif ou me battre ou m'engager, quoi. Moi, c'est vraiment ça. Instagram et Twitter, sans ça, je pense que ça aurait été très long au final de développer, en fait, de rassembler autour de nous les personnes qui on a 20 000 écoutes alors qu'on est personne, entre guillemets, quoi. Enfin, par mois. Vous êtes quelqu'un. Tout le monde est quelqu'un. Personne n'est personne. C'est ça. C'est important de le dire parce que justement, je trouve que grâce à Internet, la voix de tout le monde compte. Et même si tu touches que 15 followers, en fait, tu peux avoir un impact sur la personne et tu peux peut-être lui faire changer sa mentalité ou évoluer ou l'amener vers de l'engagement ou à rejoindre des combats. Donc, en fait, tout le monde a... Et d'où l'importance de soigner ses mots, ses paroles et ses actions sur les réseaux parce que tu peux toujours avoir un impact sans t'en rendre compte, positif ou négatif, sur les gens qui t'entourent. Donc, enlever de ce vocabulaire, on est personne, on est tous quelqu'un. Je suis quelqu'un. Tu es quelqu'un. Les réseaux, en fait, permettent juste... c'est une espèce de mégaphone qui permet de distiller des bonnes choses dans les esprits des gens, quoi. Non, et ce que tu dis est très important par rapport à ça, c'est que de soutenir des causes qui t'importent, un clic, un like, un retweet, c'est très important parce que c'est ça qui fait que les personnes au-dessus de nous savent ce qui est important pour nous. C'est-à-dire que si on dit non, ça c'est plus possible à la télévision, ça c'est plus possible dans la sphère médiatique, etc., les gens regardent le nombre de retweets et se disent « Ah, bah ça, c'est un TT, ça, c'est un trending topic, donc on va en parler. Ouais. Et du coup, ça affecte des personnes. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah, bah finalement, on va faire des excuses ou on va... » Complètement. On va réfléchir là-dessus. Et le nombre de gens qui ont dû s'excuser publiquement suite à des mouvements réseaux sociaux, heureusement que le peuple, en fait, a juste retweeté, en fait. T'as envie de te dire, genre, c'est hyper important, en fait. C'est une viralité qui est positive, parce qu'au départ, j'avais l'impression que la viralité, c'était un peu mal vu. C'était un mot un peu négatif. C'est toujours un peu surtout dans les médias et tout ça. Mais pour moi, la viralité, c'est une bonne chose. En fait, que tu veuilles ou pas, au bout d'un moment, tu vas t'informer sur un sujet parce que ça va te revenir au visage. Et quand tu vois tout ce qui est, les dénonciations qu'il y a sur Twitter, c'est des petits événements qui ont l'air de rien du tout, qu'on n'aurait pas forcément vu, mais là, alors, avec tout ce qui est viralité, ça remonte, et c'est important, quoi. Ouais, comme tu disais, de soutenir les likes, les retweets, c'est notre force, c'est les bulletins de vote maintenant, au final, quoi, d'une certaine manière. Et est-ce que vous pouvez juste revenir sur vos engagements respectifs, vos combats, et aussi quel a été le déclic, en fait, pour vous lancer là-dedans? Moi, j'ai commencé avec un blog il y a 8 ans, parce que j'avais besoin
En fait, je voyais que l'héritage culturel de mes parents, moi je suis d'origine chinoise cambodgienne, je trouvais que l'héritage de mes parents était mal représenté dans les médias et parfois même dénigré. Et donc, en tant que personne asiatique en France, je trouvais que il y avait trop de choses qui me alors, et je peux le dire aussi encore aujourd'hui parce que c'est encore le cas quand on dit je te parle chinois, c'est un truc négatif, quand on dit ching chang chong, quand on dit shintok. C'est des choses qui restent dans nos esprits. Et j'avais besoin d'un espace, moi, pour dénoncer ça en me disant, mais c'est pas possible quand même. Là, on est mais là, on est en 2019 et c'est toujours le cas. Bien sûr, d'actualité, tu vois bien. Donc, c'est tellement ordinaire maintenant qu'il y a des gens qui le voient pas. C'est-à-dire, et voilà, donc, j'ai fait le blog. Ensuite, j'ai parlé de... j'ai fait une série sur YouTube qui mettait en scène des personnes asiatiques qui parlaient de leur expérience. Et pour moi, c'était important de venir pallier le manque de représentation des personnes asiatiques dans la sphère médiatique, parce que je crois que les représentations, c'est hyper important pour notre développement personnel, pour notre confiance en soi, pour nous donner la force de faire ce qu'on veut faire. Et du coup j'ai écrit un roman qui est paru l'année dernière. Et là, il sort en poche jeunesse. Donc, je suis trop contente. Merci. Trop bien. Je suis contente parce que c'est à destination... les jeunes, c'est aussi important. C'est eux qui ont le plus besoin de représentation, pour le coup. Quand tu cherches ce que tu vas faire plus tard et que tu vois personne qui te ressemble en train de faire ce qui peut te donner envie, ou au moins juste t'éveiller à avoir envie de faire ça. En plus, à chaque fois, on dit que les jeunes, c'est les acteurs de demain, mais en fait, c'est maintenant, quoi. Enfin, on n'est pas sûr d'avoir un demain. déjà. Mais en fait, c'est maintenant, donc essayons de les faire... de donner les clés, en fait. C'est trop bien. Et ensuite, du coup, tu as créé ce podcast avec Rokhaya. Et l'année dernière, on a créé le podcast avec Rokhaya Diallo pour aussi parler des questions raciales, parce qu'en fait, tout le monde est crispé autour des questions raciales. Surtout en France. On n'ose pas dire. Les gens qui me disent, mais toi... ils n'osent même pas dire. Les gens te disent genre... Les gens comme toi... T'es un peu différente, quoi. Ouais, voilà. Et donc, je me dis, tu peux dire, toi, t'es asiatique, tu peux le dire, c'est pas un gros mot, en fait, ou noir. C'est pas le débat du black-noir. Ouais, tu peux dire ce que tu vois, en fait. Et je ne serais pas vexée, puisque c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Donc, juste détendons-nous là-dessus, parlons des choses, et puis pas uniquement en termes... Ce qui est bien dans le podcast, c'est qu'on peut parler sans être interrompu. C'est un format qui permet aux gens de s'exprimer et du coup d'exposer vraiment quelque chose de personnel, des fois d'intime et de difficile, qui ne peut pas se résumer en une phrase. Et pour les questions raciales, c'était important parce qu'on a besoin de cet espace pour ne pas... Safe, quoi. C'est ça, safe. Ouais. C'est ça. Déjà, une nana qu'on n'interrompt pas, c'est tellement peu courant que ça mérite. Et je sais pas, hein, est-ce qu'il n'y a pas plus de filles dans les podcasts aussi, parce que ça nous permet d'avoir une... Moi, j'écoute beaucoup de femmes. Ouais, moi aussi, dans les podcasts engagés, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes. Je jamais fait de remarques là-dessus. Je sais pas, c'est la pop-up là, mais je sais pas. Non, c'est vrai. Et toi, Douce, du coup, tes engagements et le déclic? Alors, moi, j'ai commencé par un blog aussi. Comme quoi, hein. Il y a une petite ligne directive, on va dire. J'ai commencé par un blog qui s'appelait Les Éloges de Douce, où du coup je faisais des petits articles en fait qui dénonçaient ou qui justement faisaient l'éloge de films, etc. Et en fait j'avais l'impression que c'était un peu trop restreint. Du coup je suis arrivée à Paris et donc dans ce milieu-là, c'était aussi l'avènement des podcasts et à chaque fois je me disais mais il y a des angles morts, en fait. Il y a des problématiques qui ne me parlent pas directement à moi ou qui sont trop liées au féminisme blanc ou qui ne parlent pas de la question queer et des personnes racisées parce qu'on est à l'intersection de plusieurs identités, en fait, en tant que personne racisée, queer qui est liée à la transidentité, pardon. Et tout ceci, en fait, il n'y avait pas ça dans les podcasts. Du coup, j'ai pris un verre avec Anthony. Je lui ai dit, écoute, j'ai cette idée-là. Est-ce que ça dirait de créer ce podcast où on va donner la parole aux personnes minorisées dans un long format? Est-ce que tu peux juste dire qui était Anthony? Anthony Vincent, c'est mon collègue, du coup, donc journaliste aussi, avec qui je co-anime Extimité. Et Anthony, justement, c'était ce côté où il a pu apporter un regard aussi donc d'un homme gay, noir, qu'on n'entend pas forcément, efféminé aussi, qu'on n'entend pas forcément dans les grands médias. Et du coup, ce format long nous permet vraiment de recueillir la parole des personnes, comme tu disais, Grâce, de manière totalement dénuée de débat ou de essayer de vouloir diriger la personne pour qu'elle dise certaines choses. C'est vraiment
voilà, ça sort du cœur et en fait, ça résonne vraiment de manière collective. Et à chaque fois, en fin d'enregistrement, les gens nous disent j'aurais dû vous payer pour cette séance de psycho, voilà, parce qu'en fait, les personnes ressortent de là. C'est très intime, mais au final, c'est politique aussi, quoi. Et on se dit, en fait, on adore ce qu'on fait. Ah, c'est beau. Et en fait, on se dit. OK, on part d'un petit truc, on invite des personnes qui ne sont pas forcément connues, mais tous les retours qu'on a, tous les auditeuristes qu'on a nous disent à chaque fois merci parce que j'ai pu en fait me rendre compte que j'avais des similitudes avec une personne qui n'a rien à voir avec moi, et qui, elle, en fait, m'a appris beaucoup. Et moi, je me dis, franchement, j'ai fait le taf. J'ai fait le taf. Et à côté de ça, ça permet en fait de déconstruire aussi plein de choses sur le racisme, le sexisme, et d'apprendre des nouvelles choses, en fait, des nouveaux concepts par l'intime. Et je trouve ça magnifique, en fait. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais... il faut le dire. Il faut se dire qu'on fait des trucs charmés quand c'est bien. Voilà. En fait. Là, on vient de parler beaucoup de podcasts, tout ça. Quels sont les podcasts que vous écoutez, vous, et des comptes Instagram que vous suivez ou des comptes Twitter? Moi, j'écoute beaucoup des podcasts qui sont liés au féminisme et aux questions raciales, du coup. Alors, j'écoute ma collègue Victoire Toyon sur Binge Audio qui fait les couilles sur la table. J'écoute aussi... Les couilles sur la table, c'est sur tout ce qui est masculinité. Oui, ça déconstruit les normes de masculinité qui sont dans notre société et qui sont très, très fortes. Et elle le fait très bien. J'écoute aussi une femme qui s'appelle Axel Janjike, qui fait Me, My Sex and I. Ouais. Donc c'est sur l'intimité des femmes noires. Par rapport celle qu'on a eue d'ailleurs dans une émission ici. Sur le plaisir féminin. Ouais. Et j'écoute aussi Mélanie Hong qui fait un podcast sur la double culture qui s'appelle Melting Pot. Ok, super. Très bien. Okay. Moi, du coup, tous les classiques, parce que je suis une fan de podcasts depuis toujours, on va dire donc les classiques La Poudre, Les couilles sur la table, et plus récemment, ce qui sort un peu du lot, on va dire, fait par des générations, les plus jeunes en fait, il y a Genre Podcast que j'aime beaucoup aussi, il y a Piment. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un podcast afro qui va vraiment... C'est vraiment sur la communauté afro liée aux problématiques africaines des afrodescendants et des Antilles. Et donc, c'est 5 chroniqueurs et chroniqueuses. Et c'est très rentre-dedans, c'est très conversation entre potes. Mais c'est génial, en fait, parce que ça déconstruit plein de choses. J'adore. Donc, le Chip, avec Mélanie Wanga et François et Kevin, Donna. Qu'est-ce que j'ai écouté récemment aussi, plutôt lié aux thématiques aux États-Unis. Ça m'inspire beaucoup d'écouter des podcasts étrangers. Et c'est super pour apprendre l'anglais, je trouve. Aussi. Parce que du coup, ça te traîne à fond. On parle très vite. Hein. Mais tu peux diminuer, en fait, tu vois, la version. Oui, sur Apple Podcast. Accéléré. Ça, tu viens de nous apprendre. Voilà. C'est normal. Au bout d'un moment, quand t'es dedans, oui. Ah, je savais pas. Ça te permet d'écouter 4 podcasts en 2 heures. Ok, d'accord. C'est pas mal, ça. Bon plan. Merci. Ok. On ne veut pas du tout faire de stigmatisation, mais quand même, il y a un certain type de personnes privilégiées du type homme, blanc, cisgenre, hétéro, issus de classes sociales favorisées, qui ne comprennent pas forcément l'importance de tous ces combats sur les plateformes digitales. On le voit aux réactions des commentaires qui font vraiment mal au cœur quand quelqu'un, un activiste, n'a pas peur de venir raconter quelque chose sur les réseaux. On a l'impression des fois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression que on brasse du vent, que c'est un combat de bobos, enfin tu vois, genre... Les bobos gauchos. Voilà. Les petites meufs qui prennent la parole. Et voilà, tu vois comment Greta elle a été traitée sur les réseaux. Le lieu, c'est un peu aussi le web. On disait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose où il y a beaucoup de dérives en fait. Il y a un double pendant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement en tant que personne qui mâche pas leurs mots, qui assument justement leur engagement, de subir de l'harcèlement sur les réseaux, de recevoir des DM négatifs ou des choses comme ça, ou pas du tout? Aussi, moi je reçois plein de trucs comme ça. Moi je reçois des gens qui me disent les trucs classiques. En fait, j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un progrès social qui est en cours, il y a beaucoup de résistance. Mais résistance péjorativement, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas
voilà, ils veulent pas voir que le monde change et que, en fait, tu n'es pas le centre du monde. Et les gens évoluent autour de toi et on n'a pas besoin de ta validation. En fait, on va faire ce qu'on veut faire sans que tu sois d'accord. et donc, moi, je reçois plein de commentaires du genre, de toute façon, il y a des choses plus importantes dans la vie. De toute façon, comme s'il y avait une hiérarchisation des causes. Voilà, Quoi. tu ne parles que de racisme, c'est toi qui es raciste. What? En fait, je reçois beaucoup des messages comme ça en me disant, mais en fait, je même pas déjà, je réponds pas et je me dis, mais c'est vraiment... c'est pour ça que c'est important ce qu'on fait, parce qu'on se dit que si ça dérange des personnes qui ne sont pas très saines... Oui. Enfin, On peut dire ça gentiment. Voilà, c'est que quelque part, peut-être que c'est une place qui devait pas être la nôtre et qui maintenant, voilà, elle est là, on est là. Donc voilà, que vous vouliez ou non, on est là. Bien sûr. Et moi, je me dis qu'en fait, c'est tant mieux parce qu'on est là en fait, pour secouer les tables. Et en fait, ceux qui ne sont pas prêts à y rester, ils dégagent, quoi, pour le dire simplement. Dans le sens où, avant, on n'avait pas le droit de s'asseoir à ces tables-là pour comment dire, faire Même avancer d'être la là aujourd'hui, Voilà. c'est con, mais bien sûr. je veux dire, c'est une évolution qui est incroyable, en fait, c'est trop bien. Pour faire avancer les Bien choses. Nous, on n'en reçoit pas forcément des critiques acerbes et tout ça dans les DM, parce qu'au final, je me rends compte que, vu qu'on touche un public qui est assez jeune, même si tous les jeunes ne sont pas forcément ouverts et sensibles par rapport à tout ce qui est antiracisme et anti-LGBT-phobie, mais on a quand même ces personnes-là qui sont très bienveillantes, qui vont... Il y a une sorte de bulle, en fait, autour d'Extimité, pour l'instant. J'espère que ça durera. Et donc, on se rend compte que les personnes déjà sur Extimité, sur Twitter ou Instagram, dès qu'il y a des commentaires, on n'a même pas le temps de répondre, que des personnes... Quelqu'un qui a déjà... qui a tout répondu, on est là, super, merci. Et c'est ça aussi qui, je pense, qui nous permet de nous éloigner de tout ce qui est santé mentale et fragilité. Parce qu'il y a aussi cependant où nous, quand on reçoit les personnes, on prend un peu d'une certaine manière leur vécu. Des fois, c'est très dur aussi. Bien sûr. Donc nous, on a le temps de digérer ça. Et en plus de ça, si on recevait des valves d'insultes et tout, je pense que ce serait très dur. Et pour l'instant, ça va. On est préservé. Et toi, Grâce, du coup, t'en reçois. Et comment tu fais pour te protéger? Comment t'arrives à mettre un mur entre ça? Ou est-ce que ça te bouffe? Ou maintenant, tu dis bon... Au début, c'était très difficile parce que, tu sais, c'est comme toujours, tu reçois 10 commentaires, il y en a 9 de gentils et 1 nul, et tu dis, tu te focalises que sur le nul. Ouais. Et en fait, ça, c'est un travail que j'ai fait aussi sur moi en me disant, je vais me nourrir des 9 commentaires très positifs, et celui qui n'est pas content, en fait, je vais vraiment l'ignorer. Mais c'est difficile à faire. Je pense que pour nous, pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas facile de recevoir de la critique, même quand elle est non fondée. Mais voilà, je pense que c'est un travail pour se dire que de toute façon, on s'expose. Dans l'engagement, on s'expose. Complètement. On montre nos convictions, on passe à l'acte. Et donc, forcément, il y a des gens qui ne seront pas contents, qui ne seront pas d'accord avec vous, et qui le montrent de manière différente. Donc, je pense que quand on s'engage, quand on s'expose, on accepte qu'il y a des personnes qui ne vont pas dans notre sens. Mais je pense que ça ne doit pas être un frein à l'engagement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des... On dit « haters gonna hate ». Ça veut dire de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont te dire « surtout en tant que femme, et en plus en tant que femme non blanche ». C'est-à-dire qu'on va dire ton physique, mais comment tu parles, comment tu t'habilles, comment... trop agressive, l'histoire... Le trop agressif, putain. Donc de toute façon... Il vaut mieux qu'on soit une plante verte, mais si tu veux pas être une plante verte, il faut y aller. Mais ta binôme, justement, Rokhaya, elle a quand même été vachement victime de critiques. Et tu te dis, mais c'est quand même... Et Rokhaya Diallo, elle dit quelque chose que je trouve hyper inspirant, c'est qu'elle dit que toutes ces critiques-là, ça lui donne de l'énergie pour continuer. Et elle dit, quand je réponds à un truc Twitter, je ne réponds pas à la personne, en fait. Je formule une réponse pour que les gens qui lisent puissent se faire une opinion par leurs propres moyens. Et je trouve ça tellement fort, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Quand même, parce que... Et une énergie incroyable, justement, pour marquer le coup et pour dire, non, mais tu n'auras pas tu n'auras pas le dernier mot. Et puis, voilà. C'est clair. Et du coup, quel serait le conseil que vous donneriez à celles et ceux qui souhaitent ouvrir un compte ou alors se lancer un peu? Ouais, c'est ça. Parce que finalement, c'est des réseaux, quoi. Moi, je dirais de foncer, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il y a un peu cependant de « oh là là, en 2019, on n'ouvre plus de blog, on fait un podcast, tout le monde fait des podcasts sur tout et n'importe quoi ». Mais en soi, comme tu disais, c'est gratuit, c'est accessible. Au niveau du matériel, c'est possible de le faire avec YouTube, qui est
ma foi, un professeur génial, ou une professeure d'ailleurs géniale, et au final, vraiment se lancer et se dire qu'il y aura toujours forcément des retours négatifs, mais le côté positif, l'impact en fait, la résonance que ça, sur un sujet obscur ou pas, ou mainstream, peu importe en fait ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire transmettre, tant qu'on a vraiment ces convictions-là et qu'on lâche pas et qu'on est solide aussi, parce que faut vraiment être ancré en fait pour pouvoir s'élever et donner la parole à plein d'autres personnes. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et surtout se dire que notre parole, elle n'est pas moindre. Jamais en fait, il faut jamais on n'est pas personne, mais c'est très dur à intégrer au final, hein, même au bout d'un an d'ailleurs, le 30 septembre ça fera 1 an pile poil qu'Extimité existe. Moi quand les gens viennent me voir en me disant merci, comme ils viennent me dire c'est génial ce que vous faites, je me dis mais j'ai rien fait en soi, j'ai juste tendu le micro en fait. Et ça c'est essentiel parce qu'il y a des gens qui le gardent le micro, qui l'avalent le micro. Donc les gens voilà. c'est le micro. C'est ça en fait. Donc lancez-vous, tendez le micro. Et moi, je dirais que je pense que l'engagement, c'est important. Surtout, je pense qu'on n'est pas isolé de ce monde. Personne ne vit de manière isolée. On est tous ensemble dans ce monde. Et du coup, si on essaie d'ignorer les choses qui nous affectent, elles ne partiront pas. Alors après, je voudrais aussi dire que tout le monde ne doit pas s'engager c'est pas pour moi une obligation. C'est-à-dire que si tu as d'autres choses à gérer dans ta vie, eh ben, gère-les. L'engagement, c'est quelque chose que tu fais quand c'est un appel aussi, je trouve. Voilà. Il y a un côté où, peut-être comme tu disais tout à l'heure, tu te sens un peu ancré. Ça ne veut pas dire que toute ta vie roule, mais c'est juste que tu sens que ton mental, il est solide. Ouais. Et tout d'un coup, tu as un appel parce que tu as envie de transmettre, en fait, et de partager. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a aussi beaucoup de gens... En fait, c'est marrant parce qu'en ce moment... Tu sens qu'il y a un appel à l'engagement qui vient du peuple, comme tu disais, qui vient d'en bas. Et en même temps, il y a des gens, ils ne savent pas comment s'engager. Et ça les travaille. Et tu dis, mais en fait, ça va venir naturellement. Soit quelqu'un va t'embrigader, soit c'est pas tout de suite et c'est pas grave. Mais en même temps, c'est quand même super important. Et c'est clair que c'est... Mais par tout moyen, c'est-à-dire que c'est pas uniquement porter une banderole dans une manif. Ça peut être écrire un tweet, retweeter, liker un truc sur Facebook. Ça peut être même, tu vas chez le boulanger... Et tu dis quelque chose, tu réponds à quelqu'un qui dit un truc méchant. Enfin, tout ça, c'est de l'engagement, en fait. Donc, c'est protéiforme. Et on peut prendre n'importe quelle forme pour soi. Ouais. C'est clair. Merci les filles pour ces belles paroles. Merci d'avoir pris de votre temps pour être parmi nous. On est hyper contentes, vraiment. Et du coup, on va faire la transition de l'émission. Justement, on a parlé là de l'engagement sur les réseaux et qu'il est nécessaire et qu'il est salvateur, qu'il libère la parole de tout le monde. Mais parfois, il peut avoir des limites. La prise de parole en ligne, donc le MeToo, le balance ton porc, ne suffisent pas forcément pas assez loin pour faire bouger les choses. La preuve, on a encore... beaucoup de combats. On a encore à 109 féminicides. Enfin, il y a plein de... Il y a une impression d'impuissance qui est assez lourde. Et d'ailleurs, là, on reçoit Anaïs Bourdet, qui a clôturé son compte Paytashnek, qui était une plateforme qui mettait en avant, justement... des témoignages de harcèlement de rue. Exactement. Et qui a décidé de le clôturer, alors que c'était une plateforme qui réunissait énormément de témoignages. Donc, justement, on va aller se questionner sur qu'est-ce qui nous amène, quelles sont les limites de l'engagement digital et comment on bascule en fait sur le terrain. Donc on est ravis d'accueillir nos 2 nouvelles invitées sur le plateau pour parler de ça. Pour aborder en fait cette deuxième partie d'émission sur les limites de l'engagement, on est ravis d'accueillir Agi et Anaïs. Du coup, Agi, tu as 33 ans et demi. Tu viens de Versailles. C'est important de le préciser. C'est précisé, non mais je l'ai entendu celle-là. Hyper important. Tu viens de Versailles, du coup, tu es coordinatrice entre autres de la Rue Tourne. C'est une asso qui permet de créer du lien social avec les sans-abri et de donner en fait une visibilité à celles et ceux que la rue, la société, les gens ont rendu invisibles. Exactement. Voilà. Anaïs, tu as 34 ans, tu viens du Sud, tu es graphiste et prof de graphisme surtout, c'est mieux. Futur graphiste. Oui, tu es fondatrice de Feu, la plateforme Paytashnek. On en a parlé, mais c'était une plateforme en ligne qui recueillait en fait les témoignages de harcèlement de rue. Tu es co-animatrice du podcast Yes, avec 3S, qui célèbre les victoires du quotidien face au sexisme. Oui. Et tu as une boutique
d'insultes anti-féministes voilà, qui financent les luttes féministes, C'est ça. qui s'appelle Mauvaise Compagnie. Voilà, c'est très bien fait. Bah, merci d'être là. Merci à les vous. filles. Bon alors Anaïs, on a dit feu Pays Stachnek parce qu'en fait la plateforme a été clôturée. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Marre. Juste marre. Trop de violence accumulée entre la réception des témoignages de victimes de violences dont il faut absorber les Déjà, récits. c'est clair. Les filles le disaient tout à l'heure, voilà. mine de rien, tu t'encaisses cumules, aussi. hein. Oui, c'est ça, on est des éponges. Puis en plus, on est des êtres sensibles, donc forcément, on écoute ces récits. Il y a la violence, du coup, dont vous parliez tout à l'heure aussi, le harcèlement qu'on subit en tant que militante. Et puis l'immobilisme des pouvoirs publics, le fait de ne pas pouvoir constater de progression sur le sujet sur lequel on se bastonne depuis des années. Donc du coup, c'est un gros coup de fatigue. Et puis la violence que je continue de vivre aussi en tant que femme dans l'espace public. C'est ça. Voilà, puisque je ne suis toujours pas immunisée. Ben non, ça arrive vraiment tous les jours. Vous êtes toutes les deux un peu, donc, enfin complètement même sur le terrain. Quel est votre rapport, Agi, peut-être dis-nous toi aussi, le rapport au terrain, VS justement le digital en fait? Bah, il est primordial pour moi parce que du coup, nous, on a vraiment commencé par le terrain. On s'est nourri après des réseaux sociaux. Pour moi, la révolution, elle ne se fait pas sur Twitter, quoi. Clairement, elle accompagne. Ouais, ça accompagne la révolution, mais la révolution, elle ne va clairement pas se faire sur Twitter. Il y a trop de gens stupides sur Twitter. C'est impossible. Donc nous, le terrain, c'est essentiel. Ça veut dire que demain, je n'ai pas mon téléphone quand je suis en maraude. Ce n'est pas un souci pour les gens que je vais rencontrer. Maintenant, c'est un souci pour la mission principale que j'ai, qui est de sensibiliser. Et du coup, clairement, j'ai un écho énorme. Je tweete un truc et voilà, je reviens 10 minutes après, c'est retweeté par centaines. Mes stories, elles sont vues de ouf et tout. Et je me dis que voilà, tous ces petits individus, bah, probablement, ou en tout cas peut-être 20% de ces individus vont peut-être s'intéresser aux gens dans la rue. Et c'est peut-être 10%, mais c'est chambé. Bien sûr. Pour moi, c'est essentiel. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ok. Et je pense que je ferais pas la même chose sur le terrain si j'avais pas les réseaux sociaux. Pas de la même manière. En quoi ça serait pas la même chose en fait? Bah, parce que je pense que mon rapport au digital, il est présent sur le terrain et les gars ou les meufs qu'on rencontre, ils le savent. Et du coup, ils ont eux-mêmes cette dimension de sensibilisation. Et ils ont souvent ce truc de... Ce réflexe de sortir le téléphone. Ouais, c'est ça, réflexe de sortir le téléphone. Ils me demandent même plus ce que je fais avec parce qu'ils le savent. Des fois, ils me demandent de faire un big up à la team, de faire un petit message pour... Quand tu dis ils, tu parles des bénévoles ou des sans-abri? Je parle des sans-abri. Ok, donc même eux, ils ont conscience de l'importance du Mais social. carrément, parce que moi, du coup, je suis la photographe de l'asso et bah, elles vont où, toutes ces photos? Bien Et sûr. on est vraiment dans le truc où on explique, on montre. C'est-à-dire que je vais faire un portrait, je vais pas le poster, je vais aller voir la personne, je vais lui montrer toutes les photos, et c'est elle qui va la sélectionner. Donc, et je leur montre après les réactions sur les réseaux sociaux. C'est hyper important de faire ces ponts, en fait, parce que sinon, notre action, elle n'est pas du tout cohérente, quoi. Sachant qu'en plus, tu ne fais pas que prendre des photos, en fait. Le but de la rue tourne, c'est de créer du lien social. C'est-à-dire, raconte-nous un petit peu juste. Bah, en fait, on a vraiment 3 volets. On a le volet, ce qu'on appelle les street love, c'est les maraudes. Donc, on va dans la rue et en fait, on passe du temps avec les sans-abri pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, le temps qu'ils nous laissent. La dernière maraude, c'était une maraude pour la rentrée littéraire et du coup, on a fait un street love avec des livres. Juliette a participé, je crois. Ouais. Exactement. C'était ta première maraude. Première maraude. Ouais. Et c'était très cool. Et après, on a un autre volet qui est les sensibilisations dans les écoles. Donc, on va dans les écoles, ça va du CP à la 3e. On va présenter les photos, on essaye de déconstruire les préjugés, les représentations à travers un portrait. En fait, on leur dit, voilà, t'as cette photo-là. À ton avis, comment il s'appelle, quel âge il a, quel temps de rue, qu'est-ce qui a fait qu'il a été à la rue et tout. Et du coup, à partir de là, moi, je raconte les vraies histoires. Parce que du coup, ça fait 5 ans que je suis là et du coup, bah, j'ai fait toutes les photos, donc je les connais toutes les histoires. Pour l'avoir fait, la maraude, c'est vrai, elle connaît vraiment toutes les histoires. Elle connaît qui met autant de sucre dans son café et tout. Les playlists aussi. Les playlists. Ah, Les playlists. ça veut dire quoi, ça, les playlists? Du coup, j'ai toujours mon enceinte et il y a des grands fans de musique, quoi. Bien sûr. Et du coup, là, on est tombé sur Simba, qui est un grand fan de Snoop. D'accord. Et bah, je sais exactement dans quel ordre il va vouloir passer sa playlist. Quoi. No, ouais, c'est un truc de ouf, Mais, ouais. ça. Mais c'est hyper important. On est vraiment dans le... Avec les réseaux sociaux, on est dans un truc un peu mondial. Enfin, bon, j'abuse un peu avec la retourne, mais... En fait, en vrai, si, n'importe qui peut tomber sur ta story, en vrai. Non, mais c'est sûr. Mais du coup, moi, je suis très attachée au local et à l'individualité. Et du coup, effectivement, je sais combien de sucre prennent mes gars sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont écouter,
à quel moment je peux aller leur parler ou pas, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas toujours dans le mood et des fois, moi non plus. Donc, c'est très spécifique et je pense que mon engagement, il est là. Et après, je le rends plus global à travers les réseaux sociaux, mais je suis vraiment dans l'individuel. Et toi, est-ce que tu as un impact sur le terrain? Enfin, tu as mis un post où tu disais si on sera encore là sur le terrain, mais t'entends quoi par Je ne me terrain? rappelle pas avoir dit ça, mais non, je suis très derrière l'écran, en fait, derrière l'écran ou derrière le micro. Après, il y a un aspect de mon travail qui consiste à faire de la formation dans des lieux de nuit pour former à la lutte contre les discriminations. Ça doit être sur le terrain, ça. Oui, mais moi, je me confronte simplement aux employés, en fait. Je ne me D'accord. Mais confronte tu vas quand pas même au public, directement, etc. Ok. Donc je forme à lutter et à faire de la prévention sur ces sujets-là. Mais après, moi, j'ai vraiment le confort d'être derrière mon écran parce qu'en plus, je me sens pas du tout les épaules de faire ce que tu fais. Je trouve ça méga courageux. J'ai pas ce courage. Et Internet, moi, m'a permis de m'engager à ma façon, sachant que j'ai peur de manifester, j'ai peur de pleurer dès qu'on me raconte une histoire sensible, ce qui va pas rendre service à la personne qui me la raconte. Bien sûr. Donc, du coup, ça m'a permis de trouver ma manière à moi de m'engager, quoi. En tant que timide notoire. Je te rassure, je ne pourrais pas faire ce que tu as fait, en fait. Bah, écoute, Derrière cet écran, à subir tout ça, J'imagine, du coup. c'est impossible. Ouais. Impossible. Chaque activité a son lot de Oui, c'est ça, on est difficultés. complémentaires. Agi, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux du monde associatif? Alors, Vraiment sur ta partie. ouais, tu vois. sur ma partie, parce que sinon ça va être trop global. Alors, le monde associatif, sur le volet de la solidarité, je le trouve hyper old school. Il est vieux, il n'est pas adapté au nouveau mode d'engagement des gens, en fait. Pour moi, les nouvelles technologies, ça permet vraiment de créer des leviers sur les motivations personnelles des gens qui veulent s'engager sans savoir où, parce qu'il y a voilà les associations. Et nous, on a pris le parti de rendre tout ça très visuel, déjà à travers les portraits, mais j'ai la chance d'avoir des graphistes bénévoles, donc ça rend tout de suite le truc plus funky, donc je pense que ça parle aux gens. Et en vrai, on se sent hyper marginaux dans ce... C'est vrai? Ouais, vraiment, hein, parce qu'on essaye de tenter des choses et tout, d'aller à des réunions, de voir un peu ce qui Avec se passe. d'autres assos? Avec d'autres assos, mais typiquement, tu vois, de faire le forum des assos dans la ville dans laquelle on est, au Pré-Saint-Gervais. Ouais. On est en décalage. Moi, je sais que je suis en décalage constamment avec le monde. Pourquoi? Un peu spécial, mais... Et du coup, j'ai peut-être rendu cet assaut spécial. Mais ouais, on parle pas le même langage, quoi. Moi, C'est vrai, quand tu penses association, enfin, je sais pas, moi, le cliché que j'ai, c'est que je vois un blanc, je vois quelqu'un un peu baba cool. Et enfin, c'est ça la vision. Et est-ce que c'est la réalité? Mais c'est bien sûr la réalité. La dernière fois, on a fait une réunion avec d'autres assos sur le volet solidarité. Il y avait une petite mamie qui était ultra mignonne, mais elle avait 92 ans. Ouais. Donc, à un moment donné, elle va clairement pas parler à mes bénévoles qui ont 17 ans, quoi. Et moi, j'ai la chance d'avoir des bénévoles qui ont 17 et moins, des fois. Enfin, j'ai des DM de gamins qui ont 14 ans et qui veulent s'engager. Et peut-être que du coup, justement, il y a peut-être un sujet sur le fait de comment aller chercher les jeunes pour venir s'engager sur le terrain et tous les jeunes, en fait, que tout le monde se sente, Bien sûr. sente que c'est pour eux, parce que finalement, si l'image de l'associatif que tu as, elle te ressemble pas, peut-être tu te dis c'est pas une place pour moi, en fait. Exactement. Et je pense que tous ces gamins ont dit que la génération qui arrive, elle est éclatée et qu'elle n'est pas engagée, mais C'est faux. Ouais, de ouf. Mais moi, ma moyenne d'âge, elle est autour de 20 piges, Ouais. 20-25 piges. Donc voilà, quand je vois des gamins de 14 ans qui sont là à toutes les maraudes, qui sont déter et tout, je suis hyper contente de voir ça. Bien C'est sûr. une fierté de dingue. Et tout le côté multiculturel de l'asso aussi est une vraie fierté, parce que C'est hyper clairement, important. quand je regarde autour, je suis un peu éblouie, quoi. Et toi, Anaïs, tu penses quoi de l'engagement des jeunes? Est-ce que tu trouves que les jeunes s'engagent ou... Oui, moi c'est même le point plutôt positif que je retire de Pays Tachnek après la fermeture. J'ai vu énormément de jeunes s'engager déjà en ligne, mais venir me parler aussi beaucoup quand je fais des conférences ou autres. C'est toujours des ados qui viennent discuter avec moi après, qui sont méga engagés, méga renseignés par rapport à ce que je pouvais être à leur âge aussi. D'accord. Du fait Ouais. qu'ils ont eu accès, il y a eu Internet. Beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, Ouais. donc ils ont un savoir que j'avais pas. Déjà, par exemple, ils sont pas fâchés avec le mot féminisme, alors que moi, c'est à 27 ans que je me suis réconciliée avec ce mot-là. Donc, ils sont hyper renseignés, hyper engagés et hyper créatifs aussi. Ils inventent des nouveaux moyens aussi de communication, de lutte, d'engagement. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'à mon avis, ils vont gronder très fort, quoi. clair. C'est une très belle génération qui se prépare là.
Et tu es un peu au courant justement des associations féministes ou qui ont fait des choses qui se rapprochent de ton mouvement sur le terrain ou pas du tout? Alors, tu suis des activistes, sur le sujet, il y a peut-être Stop Harcèlement de rue qui s'est créé il y a peut-être 5 ans et qui a des antennes un petit peu partout en France. Ouais. Mais je crois que surtout, il y a pas mal de jeunes qui s'éloignent du modèle associatif. D'accord. Qui ne se reconnaissent pas forcément là-dedans. Moi, je sais que sur Paytachnek, on m'a pas mal parlé du fait que ça soit incarné juste par une meuf et que du coup, ça a permis à certaines, ne se reconnaissant pas dans les assos féministes, d'adhérer en tout cas au discours d'une nana qui parle à la première personne et qui s'énerve très concrètement sur un sujet qu'elle vit. Donc je crois qu'on s'éloigne un petit peu. Les jeunes ne sont pas forcément dans le besoin de monter une asso. Ils sont dans des initiatives collectives, dans des initiatives en ligne ou individuelles. Donc ils inventent des nouvelles formes d'engagement et je trouve que c'est hyper prolifique là, ce qui se passe en ce moment. Tu as peut-être pour nos téléspectateurs des comptes ou des activistes à suivre, à conseiller, que tu aimes bien sur le terrain actif, ou si ça devient après. Oui, je sais qu'il y a une militante en ligne qui s'appelle Irène Evrose. Qu'on a d'ailleurs dans notre numéro sur l'engagement qui est sorti là en septembre. Qui est super, qui produit aussi du travail photo, etc., qui visibilise pas mal de sujets tabous comme les règles, par exemple. Ouais. Elle était allée dans l'espace public, elle a laissé son sang couler, en fait. Et du coup, c'était pour montrer que tout le monde est concerné, pas juste parce que si tu tâches le banc, machin. Enfin, voilà, et puis parler de la précarité menstruelle, si on n'a pas les moyens de s'acheter des protections, nos règles deviennent visibles et ça devient le problème de tout le monde, le problème entre guillemets. Donc tout le monde devrait se sentir concerné, c'est ça le message. Et donc il y en a plein. Là, tout de suite, c'est la première qui me vient. Qui vient, non mais oui, sur Instagram, etc. Il y a énormément. Il y a Néhémie Lemal aussi qui avait témoigné du harcèlement qu'elle subissait en tant que femme qui porte une afro et qui derrière, donc son témoignage, elle avait posté sur Paytachnek, il avait eu un gros retentissement. Elle est dans une école de cinéma, elle a réalisé son film, elle est hyper suivie sur Instagram, etc. Du coup, maintenant, elle a fait des projections un petit peu partout. J'invite à la suivre parce que vraiment, c'est super badass. Et voilà. Je pourrais en citer 2000, mais en fait, là, il y en a. C'est les deux premières qui me viennent. On disait tout à l'heure, pour aller au cœur de la réalité, le terrain, c'est pas mal pour aller sentir ce qui se passe. Mais c'est aussi dur de choisir pour quelle cause s'engager. Parce que moi, je me rends compte, et c'est aussi pour ça qu'on a créé une asso qui s'appelle Hacker avec Paulette, pour être une sorte de catalyseur entre des associations et de différentes causes et des jeunes de notre communauté qui ont envie de s'engager, mais qui en fait n'ont jamais passé le pas parce que peut-être que, je sais pas, ils n'ont pas eu dans leur famille quelqu'un qui a eu le cancer du sein, ou ils n'ont pas subi de discrimination, ou ils n'ont pas d'handicap particulier. Et du coup, finalement, quelle cause choisir plutôt qu'une autre? Tu dis toujours que tout est important. Et en fait, c'est un peu cette mentalité en France, tu sais, genre, si tu fais pas un truc complètement, ou si t'es pas 100% engagé dedans, ça sert à rien de le faire. Du coup, au final, tu termines par pas t'engager. Et comment vous avez passé le pas au travers de vos projets, toi, ton mouvement, toi, avec l'asso, de te dire, en fait, ça y est, je me lance. Est-ce que c'était un constat d'un truc personnel, une expérience personnelle, quelque chose? Bon, toi, j'imagine que oui, en tant que femme. Mais comment tu passes le cap de t'engager, en fait? Et d'aller puis toi d'aller directement dans la rue, sur le terrain, alors que c'est pas, je connais pas l'histoire, peut-être que tu as un rapport à la rue spécifique, mais comment on y va? En vrai, j'y suis allée au hasard. Clairement au hasard, parce que je prenais des photos de sans-abri un peu de loin et à un moment tu te rends compte qu'il y a un problème en fait et que tu voles un truc. Ça reste une identité, une photo, donc pas cool. Et en fait, j'étais accompagnée par quelqu'un à ce moment-là qui m'a poussée à y aller. Clairement, quelqu'un qui était déjà engagé? Quelqu'un qui était déjà engagé, qui prenait les parcours de vie des sans-abri par écrit et tout. Et puis on a fait ça pendant 1 ou 2 ans, toutes les semaines sur Facebook, quelque chose de très simple. Et il m'a poussée à le faire, sinon je l'aurais jamais fait. Et pourquoi tu l'aurais jamais fait? Parce que c'est des responsabilités. Une asso, c'est des responsabilités, c'est un cadre, c'est tout ce que j'ai pas l'habitude de faire, quoi. Et c'est gérer des gens, c'est gérer des individualités et des personnalités qui sont très, très différentes. Et du coup, dealer avec tout ça. Et puis voilà, le rapport au terrain aussi, parce qu'à un moment donné, du coup, organiser ça, structurer ça, c'est aussi avoir des comptes à rendre avec les gens qui sont dans la rue, que tu rencontres. Parce que du coup, tu es une structure, donc maintenant, tu es un peu quelqu'un de référent. Donc j'y suis allée en marchant en vrai, sans savoir où je mettais les pieds. Et puis j'ai appris plein de trucs. Voilà, je suis pas du tout community manager, je suis pas du tout graphiste, mais à un moment donné, j'ai trouvé des applis, j'ai trouvé des astuces. Je fais des photos, donc j'ai l'avantage de créer des visuels. Donc j'y suis allée en marchant. Et puis après, le truc a fait un peu boule de neige. Et puis toutes ces personnes se sont collées à moi, à nous, parce qu'on était 5 à la base et on est 73 aujourd'hui, quoi. Mais d'ailleurs, ce serait bien de voir la vidéo de Mathilde qui t'accompagne et qui, du coup, parle aussi de pourquoi elle s'est engagée, comment, ce qu'elle fait.
Alors moi j'ai adhéré à la rue Tourne il y a un peu plus d'1 an. Je les avais découverts sur Instagram, j'avais été hyper sensible à leur approche très esthétique de la rue. Et puis j'avais envie de m'engager auprès des sans-abri et il s'avère que leur philosophie d'action hyper axée sur la jovialité, le partage et leur accessibilité était tout à fait en accord avec mes valeurs. Voilà, donc mes missions elles sont multiples. D'abord, évidemment, avec l'association en faisant des maraudes 2 fois par mois, des maraudes festives et joviales. Et puis, même seule, au quotidien, je m'efforce d'être plus ouverte et plus dans le partage avec les personnes de la rue. Ensuite, depuis quelques mois, je suis membre du bureau de l'association et donc je participe avec AJ à la coordination et à la mise en place de projets auprès de sans-abri et avec les sans-abri et avec nos bénévoles surtout. L'engagement m'a beaucoup apporté. D'abord, ça m'a aidé à m'ouvrir aux autres. Ça a élargi ma vision de la vie dans la rue aussi. Et puis, ça a permis de déconstruire certains clichés que j'avais sur cette population. Et maintenant, à petite échelle, en discutant avec mon entourage, en partageant nos actions, sur les réseaux sociaux, j'espère éventuellement participer à une forme de prise de conscience. Et puis éventuellement participer à un léger changement dans les habitudes de certains. Super. C'est beau de voir ça aussi de la part des gens qui te rejoignent. Grave. Et puis c'est quelqu'un qui s'est pas engagé il y a si longtemps que ça, quoi. Ça doit faire une pige. Et tout de suite, il y a un truc très fort qui se passe, pas avec tout le monde évidemment, mais j'ai quand même un noyau de 20 bénévoles, je pense, parce qu'on dit 73, mais en vrai, on sait que les actifs, ils sont toujours un peu moins. Mais c'est déjà ouf. Mais bien sûr, C'est déjà ouf. C'est déjà ouf. Et toi, Anaïs, justement, qu'est-ce qui t'a poussée à te lancer ? Parce que il faut du courage, il faut se lancer sur un projet comme ça. Bah, je savais pas que ça allait demander du courage, en fait. Je pensais pas que ça allait buzzer, ni quoi que ce soit. Donc, mais même sans le buzz, juste s'engager sur quelque chose, c'est s'exposer, comme on disait tout à l'heure. J'identifiais même pas la dimension engagée du truc, en fait. C'est que moi, j'avais je sais pas combien de Tumblr, je les collectionnais, en fait, et il y avait que ma mère et moi qui les visitions. Donc, je pensais pas du tout que ça allait être visible. Et en fait, c'est juste parti de la vidéo de Sophie Peters, la bruxelloise, qui avait filmé en caméra cachée ce que les hommes lui disaient dans la rue. Ah oui. Et donc, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait un déclic de... En fait, moi, je vis ça aussi depuis que j'ai genre 11 ans, mais j'ai jamais identifié comme un problème. Et de voir une autre femme le vivre, tout de suite, je me suis dit, OK, c'est absolument pas normal. En fait. Et une semaine après, j'ai été harcelée par un mec en voiture dans les rues de Marseille qui a carrément essayé de me tuer parce que je lui ai pas répondu. Donc j'en ai parlé à des copines, et cette première conversation, il s'est révélé qu'en fait on avait toutes vécu des trucs comme ça, et que j'avais 27 ans à l'époque, c'était la première fois qu'on en parlait. Donc j'ai ouvert le blog, mais pour moi c'était juste un 6 ou 7e Tumblr en fait. Et 5 jours après, ça avait fait le tour de France en fait, mais je l'avais pas prévu. Et du coup, la dimension militante, elle m'est venue plus sur le tard. Même quand j'ai démarré, je disais que j'étais pas féministe. Je partais de très très loin. Tu pars de loin. Mais c'est ça aussi, notre féminisme évolue, on déconstruit aussi nos propres... Et c'est là où c'est hyper important que tu puisses nous raconter le process entre finalement le moment où tu as commencé, le milieu, et puis là, tu as arrêté la plateforme, pour tous ces gens justement qui sont en construction d'engagement, en fait, ce que tu as pu vivre, tu vois. En fait, je suis la preuve que des fois, on peut faire un truc toute seule et puis avoir une énorme résonance. Vous en parliez aussi tout à l'heure avec les filles. C'est incroyable. Moi, je l'ai envoyé à 10 copines en message privé sur Facebook. Je crois que je ne l'avais même pas posté sur mon mur. Le et en fait, ça a fait le tour. Et vraiment, 5 jours plus tard, je crois que je ne sais plus quel média a fait un article dessus. Et alors là, explosion totale. Et du coup, plein de journalistes qui m'appellent et qui me demandent mon avis. Et quand on t'a jamais demandé ton avis, d'un coup, il faut se construire un discours, il faut articuler une réflexion que j'avais pas. J'ai dit plein de conneries au démarrage, et me rendant compte que je disais des conneries, je me suis dit, c'est peut-être le moment de se renseigner. Et du coup, j'ai commencé à rentrer dans des groupes Facebook. Encore une fois, moi, c'est Facebook qui m'a aidée. Et j'ai découvert qu'il y avait différents courants féministes et pas qu'un seul, et que donc finalement, il y a des courants dans lesquels je peux m'identifier. Quand j'ai trouvé les courants intersectionnels, inclusifs, etc., dire, ah ok, on peut faire de l'antisexisme et de l'antiracisme et de l'anti-homophobie, etc., et pas dissocier ces sujets-là. J'ai dit, si c'est ça être féministe, alors je peux être féministe. Et du coup, ça a été une grosse réconciliation. Et après, j'ai appris à faire de la modération. Je suis graphiste, donc moi, j'ai cette autonomie aussi de pouvoir produire mes visuels moi-même. Et puis après, j'ai fait que surfer et improviser tout du long. Hein. J'ai toujours pas de méthodo. Si vous regardez sur mon ordi les dossiers, c'est l'enfer. Mais j'ai improvisé tout du long. J'ai appris beaucoup des femmes qui ont témoigné, des femmes aussi qui intervenaient dans les commentaires et qui se soutenaient.
Il y a des femmes qui ne se seraient jamais rencontrées dans la vraie vie, qui se sont envoyées des messages d'amour incroyables. Donc voilà, après j'ai fait qu'observer, me nourrir de ce qu'on me donnait et puis progresser. Et du coup essayer d'amener les gens à progresser en même temps que moi, parce qu'en fait j'ai fait mon apprentissage vraiment en direct sur la page Facebook, quoi. Bien sûr. Ouais. C'était très formateur, c'est une épopée, quoi. Bien sûr. Et du coup, ça continue, même si la plateforme finalement n'existe plus, ça continue, comme tu le disais, via des formations, Oui. des choses comme ça. Je suis pas désengagée du tout, parce que je pense que je pourrais pas, même si je voulais lâcher les sujets, j'y arriverais pas. Donc le podcast, c'est vraiment l'activité sur laquelle on se concentre pas mal avec Margaret Kioch et Elsa Misquet. Et là, on se fournit des armes, parce que j'ai dit, bon, ça fait 7 ans que je recueille les témoignages de violence. Quid des victoires? Parce que là-dedans, il y en a plein, en fait. C'est des moments où on est glorieuse, où on sort glorieuse de ces histoires. Donc là, on met en avant que ça, les victoires de femmes contre le sexisme au travail, dans Juliette, le t'as couple, pas une victoire au à lit. partager? Si, j'ai une victoire parce que ce matin, en venant ici même, je D'accord. me suis pris une main. En fait, j'ai cru que c'était une sacoche. On était collés et en fait, après, j'ai senti que la sacoche bougeait et qu'elle se promenait bien sur mes fesses, quoi. D'accord. Et en fait, bon, je sortais et j'ai même pas eu le temps de m'énerver. Mais en sortant, j'ai mis yes dans bah oui, parce que j'écoute et là, je me suis dit, ça, c'est le moment de le mettre, en fait, parce que tu as pété des tronches. Oui, le podcast, ouais. Donc justement, bravo. Enfin, merci, quoi. Et puis Ben, tu t'es Ouais. déjà réussi à bien te Oui, défendre. oui, il y a une fois, je me suis levée et j'ai dit, ah, gros dégueulasse, ce monsieur est un pervers et tout. Et je suis partie. Très bien, bravo. Mais ça, c'est une vraie victoire parce qu'on est souvent paralysé quand on subit un acte de violence. Oui. Quand tu arrives à prendre sur t'es la fière. peur et tout. Ouais, Mais il faut aussi se dire, tu vois, ce matin, j'ai culpabilisé en me disant, je lui ai pas mis une baigne et je me suis pas énervée, mais c'est pas grave en fait. Non, Enfin, c'est... alors le but, c'est sûrement pas que ça devienne une nouvelle injonction. ça. Enfin, depuis le début, on nous dit de bien fermer nos gueules. Maintenant, on essaie de l'ouvrir, mais il ne faut pas que ça devienne un nouveau carcan, en fait. Ouais. L'idée, c'est quand tu peux, quand tu le sens, le faire. Oui, bien Et sûr. si tu le sens pas, ne le fais surtout pas. Bien Enfin, sûr. c'est déjà assez violent, ça sert à rien de Ouais. en plus se faire violence, quoi. C'est ça, clair. c'est important de le rappeler. Ouais. Mais même moi, qui travaille là-dessus depuis 7 ans, 90% des fois où on m'interpelle dans la rue, je ne sais pas quoi dire. J'ai peur, je suis sidérée par la violence de ce qu'on vient de me dire. C'est rare que je réponde. Bien sûr. Il y a ce moment où on bloque, enfin, sérieusement, ça vient d'arriver. En fait, tu C'est ça. quittes l'eau et tu te dis, mais t'es vraiment en train de me dire ça là? Ouais. Genre, c'est dur quoi. Ouais. C'est dur. C'est ça. On a beau être calé là-dessus. Ouais, oui, bah, on est toujours surprise. Hein. Non, on n'est pas Ce armé. système patriarcal bien ancré, Oui. genre nous surprendra toujours, hein, C'est ça. même si on a bien l'habitude. Et ben justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous fatiguer parfois, que tout ne change pas donc, voilà, est-ce que vous n'avez pas des petites envies de baisser les bras ou... Ouais. Et qu'est-ce qui vous donne la force de continuer du coup? Je commence. Vas-y. Alors, clairement, c'est fatigant parce que moi, je gère un taf à côté, donc en fait, je bosse tout le temps. Les réseaux sociaux, c'est hyper Prenant. C'est hyper prenant tout le temps. Du coup, les gens ont besoin qu'on leur réponde vite et tout. Donc, c'est beaucoup de choses, mais en vrai, je pense que le vrai moteur, c'est les rencontres. Et vraiment, j'insiste sur ça, c'est pas que les rencontres de sans-abri. Les rencontres de bénévoles aussi, c'est chambé parce qu'ils viennent de partout, de tous les âges et tout. Et vraiment, moi, j'apprends énormément sur moi, sur mon rapport humain. C'est une leçon constante, en fait. Donc, il y a des fois où, effectivement, tu es fatigué parce que des fois, t'as des femmes devant toi qui ont 60 piges, qui dorment dans des tentes et qui se font harceler toute la journée. Et toi, tu es là, tu te dis, ouais, je viens de passer 2 heures, en fait. Moi-même, je suis dans un stress parce qu'il y a des types qui passent à côté. Mais en vrai, je peux rien faire. Et quand tu rentres chez toi, c'est difficile. C'est difficile à gérer parce que tu te demandes si elle s'est pas fait violer, si elle s'est pas fait taper dessus, si elle est encore vivante. Donc ton stress fait que tu repasses le lendemain alors que tu n'as peut-être pas forcément le temps et tout. Donc des fois, c'est un joyeux bordel dans ma tête, mais en vrai, c'est chambé. C'est cool de pouvoir réussir à trouver du positif parce que comme toi aussi, tu vois, tu t'es dit, voilà, là, tu disais tout à l'heure, tu vois pas les choses bouger politiquement. On continue de voir des choses trop graves se passer. Comment on garde la foi? Parce que là, clairement, on peut parler de foi, dans le sens où d'y croire et de pas justement se décourager, ce qui est souvent le cas de je sais pas c'est quoi le terme, mais ceux qui sont sceptiques contre le fait que l'action peut avoir un impact et de dire, de toute façon, tout est contrôlé là-haut par des gens qui s'en foutent de nous et quoi qu'on fasse, rien va changer. Comment tu contres cette réflexion qui est tellement facile à avoir et du coup qui te met dans l'inaction en fait?
Je pense qu'on se nourrit aussi de l'amour, des retours qu'on peut avoir aussi, parce que moi, même si j'ai des milliers de connards qui ont essayé de me faire taire, j'ai aussi des dizaines de milliers de gens qui, par contre, m'ont témoigné énormément d'amour, m'ont remercié, m'ont démontré que le projet, il servait à quelque chose, ne serait-ce qu'à l'échelle individuelle, quoi. Quand quelqu'un me dit « ça m'a permis de me faire un éveil féministe, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas toute seule à vivre ça », chaque fois, ça, c'est une victoire. Parce qu'on a le même truc, c'est moi, quand j'ai une victime de viol ou une victime de violence conjugale et je lui donne des conseils, mais après je sais pas ce qu'elle devient, je sais pas où en est son affaire, c'est terrible à vivre. Mais voilà, quand j'ai fermé Paye Tachnek, j'ai reçu 4000 témoignages de remerciements. Les gens sont hyper généreux face à l'engagement spontané comme ça. Et du coup, j'essaie de me concentrer là-dessus. C'est pas évident. Comme le disait Grace tout à l'heure, quand tu as 2000 commentaires sympas et un méchant, c'est celui-là que tu retiens. Mais c'est un exercice d'essayer de vraiment se nourrir des gens bien que tu rencontres, de ce qu'ils te donnent. Et ça, par contre, ça n'a pas de prix, quoi. C'est cool, on va terminer là-dessus sur l'amour que tu reçois, la force que les gens te donnent quand tu t'engages. Parce que finalement, un post, on le voit tous, un commentaire, quelle que soit la taille de l'action, comme le disaient tout à l'heure les filles aussi, finalement, tu reçois énormément. Et donner pour recevoir, plaisir d'offrir, tout ça. Donc, on va finir là-dessus. On espère que cette émission vous aura donné envie de vous engager, quelle que soit l'échelle, que ça commence par un retweet, à aller sur le terrain et rejoindre la rue Tourne, ou toutes les assos qui peuvent vous toucher. On vous remercie, les filles, vraiment d'être venues partager votre histoire et tout ce que vous avez ressenti à travers votre expérience. C'est hyper inspirant. J'espère vraiment que ça va vous motiver. Vous allez pouvoir retrouver les filles via les petites bios, leurs réseaux sociaux, etc. Et merci à tous de nous suivre pour cette première de la saison 2 Paulette. Merci Juliette. Merci Irène. Salut.